Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur Klebs Experiences. Je suis Claude Epouli-Bumbogo, avocate au barreau de Poitiers, médiatrice inscrite. C'est toujours comme si je découvre qui je suis. Médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Centre national de médiation des avocats, associé de la CELAL Club Avocat Médiateur. Dans le cadre de mon activité, j'interviens dans différents domaines, le droit pénal, le droit civil de la famille et du patrimoine et enfin le droit des affaires. Sur cette chaîne YouTube, je vous présente du coup différents contenus qui sont liés au droit de manière générale, à l'entrepreneuriat, la foi, la mode, le luxe et le lifestyle. Vous l'avez lu du coup dans l'intitulé. Nous sommes dans la série Teach Club. C'est la deuxième édition, le deuxième épisode comme vous souhaitez. Donc le concept en fait c'est une vidéo que je publierai tous les mercredis je crois à 20h. Vidéo en fait dans laquelle je vulgarise en fait des notions de droit. J'essaye de faire en fait un lien avec l'actualité et je donne en fait mon avis d'avocat. Voilà, c'est un petit peu ça le concept et je l'avais dit la semaine dernière, Teach Club en fait s'inspire directement d'un concept de l'apôtre Mohamed Sanogo qui est Teach Pray où en fait il fait ses prédications en mode enseignement et prière. Voilà, donc Teach Club parce que je parle de droit, mais on va dire selon ma vision d'avocat, on va dire ça comme ça. Donc je vous dis ce que dit la loi et je vous donne mon avis en fonction de telle ou telle autre actualité. Alors aujourd'hui, la situation est un petit peu particulière, on va dire ça comme ça, parce que comme vous l'aurez lu dans l'intitulé, cet épisode en fait s'intitule Étrangers en France, droits et obligations. Donc pourquoi? Parce que d'abord je suis d'origine étrangère, même si je suis de nationalité française aujourd'hui, je suis d'origine camerounaise et surtout aujourd'hui je fais une intervention dans mon église. Nous sommes le dimanche, nous sommes quand? Le 1er. Nous sommes le dimanche 1er juin. Donc, j'ai une intervention dans moins d'une heure maintenant. Donc, je suis en retard, il faut que j'y aille. Dans mon église, du coup, je vous mets l'affiche là. C'est un concept, en fait, qui s'appelle l'afterculte. Et en fait, l'idée, c'est d'expliquer, en fait, aux gens quels sont leurs droits. Quels sont leurs droits et obligations, du coup, lorsqu'ils sont sur le territoire français. Voilà, donc j'ai préparé mon intervention et ce que je vais faire, en fait, c'est qu'au lieu de vous mettre tout ça ici, je vais du coup vous mettre par la suite, je fais enregistrer mon intervention et je vous mets ça à la suite. Je ne sais pas encore si je mets tout d'un coup ou alors je scinde en 2 épisodes parce que il y en a pour 1h30 à peu près, mais il y a une partie où je fais juste une présentation, donc j'ai fait tout mon PowerPoint et tout le reste, du moins toutes mes fiches de présentation. Et en fait, il y a une partie questions et réponses. Voilà. Donc, en tout pour 1h30, je verrai. Mais en tout cas, je vous mettrai ça à la suite. Donc, l'actualité, en fait, on va dire déjà le fardeau, si je peux dire ça comme ça, vient du fait qu'il y a beaucoup de personnes, et notamment des étudiants, d'origine étrangère qui se retrouvent en fait dans des situations inextricables, tout simplement parce que ces personnes-là n'ont pas forcément anticipé, ne connaissent pas forcément les lois, n'ont pas forcément anticipé sur ce qu'elles devaient faire ou pas pour rester en règle sur le territoire français. Ont beaucoup écouté les on-dit, mais on va dire le contexte légal et social a beaucoup évolué. Désormais, donc les choses en fait ne s'apprécient pas forcément de la même manière et je vais mettre aussi un petit doigt sur les circulaires au Taillou qui n'en certes pas. Donc il y en a une du 23 janvier et il y en a une là du 2 mai. Donc le contexte est quand même très particulier sur le territoire et ça peut être intéressant que les uns et les autres aient des informations. Voilà. Je ne pense pas forcément revenir ici après ma présentation parce que je suis quand même relativement fatiguée. Donc, à titre exceptionnel, je pense qu'il n'y aura pas de clôture, comment dirais-je, il n'y aura pas de mot de fin pour cette petite vidéo. C'est pour ça que je vous dis déjà dès à présent que j'espère que l'enregistrement que vous écouterez après vous aura plu. N'hésitez pas à partager si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube pour ne pas rater mes contenus. S'agissant de cette rubrique, je vous dis d'ores et déjà à bientôt sur Klebs Experiences et du coup, nouvel épisode de mercredi
dans une semaine et ce sera un thème un petit peu inattendu, mais je le trouve très très intéressant. Voilà. Alors, coucou ici, mardi le 3 juin. Désolée, hein, je suis fatiguée, mais je n'étais pas censée revenir ici parce que du coup, j'étais censée vous mettre directement les écrits, les enregistrements, en fait, pas les écrits. Faut toujours que ça commence bizarrement. Je devais vous mettre en fait la projection de ma prise de parole du coup de dimanche, mais pour le moment, je ne peux pas la mettre pour plusieurs raisons. Donc, la première, c'est que j'ai reçu en fait les rushs de ce qui était envoyé, ça ne me convient pas. Et à chaque fois, un problème de son, de machin. Donc, en fait, je vous mettrai ça à la fin. Il y a plusieurs petits trucs. La qualité de cette vidéo ne me convient pas non plus. Non, bon, c'est pas grave, je vais voir ça après. Donc, en fait, ça n'a pas été filmé comme je l'aurais souhaité, donc je ne voulais pas vous mettre ça directement à la suite comme ça parce que je pense que vous n'aurez pas bien compris. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire une petite prise de parole, j'espère pas trop longue, et après, je vous mets en fait le rush de ce que j'ai reçu. Donc, même si vous ne comprenez pas tout, ça ira quand même. Donc, la deuxième raison, en fait, c'est que finalement, j'avais fait en fait un speech, je devais avoir un temps de parole d'une demi-heure et ensuite les questions-réponses. Mais finalement, en fait, ça a switché assez rapidement dans les questions-réponses, de telle sorte que je n'ai pas pu faire la présentation. Donc, dans les rushs que je vous mettrai après, vous allez voir quand je répondrai aux questions des uns et des autres, mais en réalité, vous n'aurez pas mon temps de prise de parole. Et bon, c'était plus cohérent par rapport à ceux qui nous écoutaient là, puisque les gens avaient des comment dirais-je, les gens avaient des questions en fait. Les gens venaient avec le cas ou les cas des personnes qui sont proches, donc il fallait y répondre. Et ça ne correspondait pas à la partie purement théorique qui est celle que je vais faire là. Donc voilà pourquoi. Ça me permet du coup de vous faire le retour d'expérience parce que je n'avais pas eu la possibilité de le faire. Très, très agréable. Honnêtement, très agréable. Je ne l'avais pas pensé comme ça, très agréable. Mais comme je vous dis, par rapport aux imprévus qu'on a eus, on s'est réorganisé. Et en réalité, j'aurais fait 2 heures et demie de temps de Q&A. Donc 2 heures et demie, étant précisé qu'il y a des gens qui sont venus me voir après. Donc je suis très contente. Je rends grâce à Dieu, honnêtement, qui le crut. Et pour ceux qui écoutent cette vidéo et qui sont dans les environs de Poitiers, sachez qu'à partir de septembre, je vais diriger en fait désolée, c'est sur mon téléphone que les choses arrivent, ça me perturbe. Je vais diriger en fait une permanence, la permanence juridique du coup à titre bénévole. Ce que j'ai trouvé en fait très intéressant, c'est que à peine on annonçait l'ouverture de cette permanence-là, que le créneau en fait de septembre était déjà rempli. Voilà, je ne vais pas m'engager à ce stade sur un autre, comment dirais sur un autre créneau parce que mon entourage va m'étrangler. Hier encore, quelqu'un me disait il faut que je ralentisse parce qu'en ce moment, c'est vrai que ça va très très vite. Bref, j'arrête de raconter ma vie. Je vais vous mettre les captures d'écran au fur et à mesure de la présentation et l'idée en fait, c'est que ça puisse aider une personne du coup qui est étrangère sur le territoire français et qui peut s'intéresser en fait à ces différents droits et ses obligations. Je vais vous passer en fait les slides tels que je l'avais présenté, tels que je les avais préparés, mais j'ai pas eu l'opportunité de les présenter intégralement, tels que je les avais, on va y arriver, tels que je les avais préparés, et je vous donnerai les informations en gros comme ça. Ne m'écrivez pas en inbox pour me poser des questions, c'est mon travail, donc si je dois travailler pour vous, je facturerai, mais là, comme je dis, je pense que ça peut aider des personnes d'avoir les informations globales. Vous pouvez vous rapprocher de l'ordre des avocats si vous avez besoin des conseils gratuits. Je mettrai en place, du coup, comme je disais, cette permanence-là que je fais à titre totalement bénévole au sein d'ICC Impact Centre Chrétien. Vous cherchez sur internet, vous trouverez que je mettrai du coup en place a priori une fois par trimestre. Mais si à un moment j'ai de l'énergie, qu'il y a beaucoup de demandes, je ferai une fois tous les 2 mois. Voilà, pour pouvoir en fait donner en fait des informations totalement gratuitement aux gens. Donc, la première slide que vous verrez du coup, c'est étrangers en France, droits et obligations.
J'avais fait un plan, en fait, pour présenter, en fait, les différents, droits. Donc plan où, en grand 1, je parlais de l'étranger étudiant, ensuite l'étranger en situation irrégulière, l'étranger salarié et enfin l'étranger conjoint ou parent d'enfants français. Je tourne, en fait, la tête comme ça à chaque fois parce que je me projette, en fait, les slides sur mon ordinateur qui est ici et c'est plus simple que de mettre sur mon téléphone. Donc, je vous cite en fait, vous le verrez là sur la slide d'après, je vous cite les dispositions du CESEDA. Les dispositions du CESEDA, donc le code de l'entrée et de séjour des étrangers du droit d'asile. Donc, ce sont les bases en fait sur lesquelles, sont les bases sur lesquelles les préfectures et les tribunaux administratifs vont se baser en fait pour statuer lorsque vous avez une problématique du droit des étrangers. Dans le même temps, j'avais prévu de parler aussi un petit peu des circulaires Taillot. Je fais un petit peu une pause là-dessus parce qu'il y a une du 23 janvier qui resserre un petit peu les conditions. Je crois que ça, c'est pour les étrangers, pour les admissions exceptionnelles, pour les étrangers, en fait, qui pour X ou Y raison se sont retrouvés en situation irrégulière et qui vont solliciter l'admission exceptionnelle au séjour. Donc, il y a cette circulaire-là qui n'a certes pas de valeur juridique, mais que les préfectures vont quand même prendre en compte. Donc, ça peut poser difficulté en fait aux gens. Et deuxième chose, il y a une nouvelle circulaire pareil du ministre Retailleau qui date du 2 mai et qui cette fois-ci durcit les conditions pour la naturalisation. Donc si vous êtes dans cette catégorie-là, je vous invite à la lire aussi pour vérifier que vous rentrez bien dans les critères. Donc, l'article, s'agissant de l'étranger étudiant, c'est l'article L422-1 du CESEDA. Naturellement, il peut y avoir d'autres dispositions, mais je vous donne les dispositions phares à mon sens. Dans ce test-là dit en fait que l'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ou d'une durée inférieure ou égale à 1 an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de 16 ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut lui accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L412-1. Cette carte donne droit à l'exercice à titre accessoire d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. Je fais une petite parenthèse pour dire que les dispositions de l'article L412-1 du CESEDA, c'est le texte qui dit en fait qu'en gros, il faut avoir un visa long séjour, tout simplement le visa d'1 an. Donc, en gros, pour l'étranger étudiant, il faut que vous soyez inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc, pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour mention étudiant, il faut que vous soyez inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en France. Moi, j'ai rajouté en fait qu'il faut une cohérence dans votre parcours et dans votre évolution parce que il y a beaucoup de personnes qu'on rencontre en fait et ça s'est confirmé lorsqu'on a fait la session de questions-réponses, des personnes en fait qui pour X ou Y raison en fait je sais pas moi peut-être une année en droit, une année en éco, une année en histoire, ainsi de suite et en fait ils ne se rendent pas compte que leur parcours manque de cohérence de telle sorte qu'à un moment au niveau de la préfecture pardon, ils leur refusent le renouvellement du titre de séjour. Donc, pareil, il faut justifier de moyens d'existence suffisants. Donc, on vous demande l'équivalent d'à peu près 620 € par mois. Donc, soit vous allez travailler, ça rejoint en fait la fin de la disposition, le dernier alinéa qui dit du coup vous avez le droit de travailler à titre accessoire dans la limite de 60% de la durée de travail annuelle. Soit vous travaillez, soit vous avez la prise en charge du coup d'un garant qui s'engage en fait à vous verser la somme de 620 €. Donc après, faites très attention en fait à ce point-là puisque c'est vérifié en fait. Lorsque vous allez partir pour le renouvellement, on va vérifier en fait que vous avez bien eu l'équivalent de 620 € par mois sur l'année. Non, il y a ça, donc carte de séjour d'une durée d'une année maximum. Et quand vous avez les cursus genre master et autres, vous pouvez prétendre à la carte pluriannuelle. Donc, j'ai parlé du coup du fait de pouvoir exercer une activité professionnelle. J'ai rajouté moi le fait de ne pas troubler l'ordre public parce que autant il y a quelques années, il y avait des tolérances par rapport à ça, autant il faut savoir que maintenant cette tolérance-là est terminée. Et dimanche, en fait, on était au lendemain de la finale de la Champions League. Et ça m'a servi en fait d'illustration en fait parce que j'ai expliqué du coup que, par exemple, pour les personnes qui sont fans de foot, il y a deux clubs qui jouent. Voilà, il
les passions se déchaînent, tel club gagne, les gens sont dans la rue, ils fêtent et tout, mais il y a très souvent après des dégradations. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé là dans la nuit de samedi à dimanche. Il y a eu des morts. Si je trouve des articles, je vous mets là. Mais en marge du coup des célébrations de la victoire de ce club parisien, il y a eu du coup des décès, il y a eu du coup des casses et tout le reste. Vous vous retrouvez en fait interpellé là-dedans parmi en fait les personnes qui étaient dans la rue, à tort ou à raison. Vous pouvez, pas automatiquement, mais vous pouvez en fonction des éléments à charge contre vous, mais vous pouvez vous retrouver condamné. Et on considère en fait que dès lors que vous avez une mention sur votre casier, il y a un trouble à l'ordre public. Il y a un trouble à l'ordre public et votre titre de séjour, en fait, pourra faire l'objet d'un retrait ou alors ne pas être renouvelé. Donc, il faut faire très attention par rapport à ça. J'en reparlerai par la suite parce que c'est encore plus évident pour les personnes qui sont en situation irrégulière. C'est-à-dire, littéralement, j'ai envie de dire quasiment, vous devez raser les murs. On ne doit pas entendre parler de vous. Donc, ce que j'ai rajouté aussi, mais valable pour tous les autres points, il faut vous intégrer en fait au maximum dans la société. Donc, je disais en fait aux uns aux autres que vous êtes dans un environnement qui n'est pas le vôtre. La France va se demander qu'est-ce que vous leur apportez, qu'est-ce que vous apportez à la société française. Donc, dès que vous pouvez, outre le fait que naturellement vous ne devez pas commettre d'infraction, mais vous devez vous intégrer en fait le plus possible, pardon, et vous devez être utile à la société. Donc, à chaque fois que vous avez la possibilité de rendre service, d'être par exemple bénévole à droite ou à gauche, faites-le. Comme ça, vous pouvez en justifier et ça prouve en fait que vous faites quelque chose dans la société française. À la fin, du coup, sur la partie concernant les étrangers étudiants, je donnais en fait le site internet en fait, puisque maintenant, et en priorité, il y a un site internet qui a été mis en place et qui permet en fait de mutualiser les demandes. Pardon. OK. Qui permet en fait de mutualiser en fait les demandes qui sont faites. C'est le site administration-étranger au pluriel-en-france.intérieur.gouv.fr. Voilà, pour les demandes et à titre exceptionnel, ils fixent encore des rendez-vous en préfecture puisque j'ai eu le cas pour l'un de mes clients qui devait renouveler sa carte de résident. Donc, je sais qu'ils le font, mais en priorité, du coup, c'est sur le site internet. Ensuite, du coup, pour les étrangers en situation irrégulière, j'avais 4 articles. Je ne vais pas forcément tous les lire ici parce que ce serait trop lourd, mais je vais citer les articles et je vais paraphraser en fait ce que les textes disent. Donc, vous avez toujours dans le CESEDA l'article L435-1. Donc, en fait, en gros, qui dit que pour des considérations humanitaires, la personne peut se voir en fait délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié, travailleur temporaire ou vie privée et familiale sans que soit opposée la condition de l'article L412.1. Donc, c'est la condition liée au visa long séjour. Donc, ça peut arriver à titre exceptionnel que vous ayez en fait cette admission exceptionnelle. Et on dit du coup que lorsque la personne est sur le territoire depuis 10 ans, l'autorité administrative dans la procédure, dans la préfecture, pardon, doit en fait soumettre pour avis la décision à la commission du titre de séjour. Ça, c'est lorsque la préfecture ne veut pas vous délivrer l'admission exceptionnelle alors que vous êtes sur le territoire depuis plus de 10 ans. Ensuite, vous avez l'article L435-2, toujours le CESEDA. Donc, ça, ce sont les personnes en fait qui peuvent justifier du fait qu'elles ont travaillé. Elles ont travaillé en fait sur le territoire français depuis au moins 3 ans. Voilà. Mais elles sont en situation irrégulière, mais elles peuvent justifier du fait qu'elles ont travaillé sur le territoire français au moins pendant 3 ans. Donc, pareil type de séjour en admission exceptionnelle, sans que soient opposées les conditions de l'article L412-1, donc le visa long séjour. Donc, ensuite, autre texte intéressant, L435-3. Donc ça, c'est pour les personnes qui avaient été confiées à l'ASE lorsqu'elles étaient encore mineures. Voilà, donc, et qui justifie aussi avoir suivi une formation depuis au moins 6 mois. Donc, pareil, admission exceptionnelle possible. Et enfin, dernier article que je présentais, c'est l'article L435-4. Pareil, donc, emploi du coup dans les métiers en tension. Emploi dans les métiers en tension, résidence d'au moins 3 ans. Quoi d'autre? Donc, métier en tension, zone géographique, on va dire, ayant des difficultés
de recrutement, donc pareil, admission exceptionnelle possible. Il y avait un autre point, voilà, c'est ça, où en fait, il faut justifier que sur les 24 derniers mois, vous avez pu travailler au moins 12 mois. Et là, du coup, pareil, vous pouvez bénéficier de l'admission exceptionnelle. Il y a un dernier article, à chaque fois je l'oublie, je sais pas pourquoi. Même dimanche, je l'avais oublié. L611-1, ça c'est sur l'OQTF, l'obligation de quitter le territoire français. J'en ai beaucoup parlé parce que il y avait beaucoup de questions en fait qui étaient liées. L'obligation de quitter le territoire français qui peut en fait être délivrée, qui est même d'ailleurs pas mal délivrée. Je vais voir si j'arrive à le faire. Je vous mettrai la capture d'écran d'un article du journal, on va y arriver, du journal Centre Presse que j'ai partagé sur ma page aujourd'hui qui disait en fait qu'il y a de plus en plus de recours en fait sur les OQTF qui sont délivrés par les préfectures. Donc, dans la Vienne, du coup, qui a une augmentation, même si c'est moins que sur le plan national où il y a 43% de contestation, mais sur la Vienne, il y a quand même une augmentation des saisines, en fait, du tribunal administratif. Et on le voit aussi dans les dossiers en santé qui sont débordés, les audiencements sont relativement longs. Bref, je ferme cette parenthèse-là, mais article 611-1, pareil du CESEDA, du coup, sur l'OQTF et les conditions, du coup, les cas dans lesquels on peut vous délivrer une OQTF. Donc, il y a jusqu'à 6 points. Donc, je ne vais pas les lister ici, sinon ce sera trop long. Donc, la régularisation, du coup, comme je vous disais, l'admission exceptionnelle est donc possible dans certaines conditions que je détaille par la suite. Donc, que ce soit pour le travail, que ce soit vie privée, vie familiale, mais en tout cas, vous avez toutes les conditions par la suite. Autre élément, donc je fais en fait, je fais cycler les slides, pareil pour que ce soit pas trop long. Alors l'étranger salarié, il n'y avait pas trop de grosses difficultés en termes de présentation. Je vous fais passer les slides pour que ce soit pas trop long, parce que en fait, si vous voulez, dès lors que vous justifiez en fait de la possibilité de changer de statut, il n'y aura pas de difficulté. Étant précisé que j'ai expliqué que je n'ai pas abordé la question des passeports talents. Ça, c'est vraiment des dispositions un petit peu particulières pour les personnes en fait qui ont des aptitudes, on va dire, particulières, spécifiques dans certains corps de métier où littéralement, soit on vient vous chercher en fait dans votre pays d'origine, soit une fois que vous êtes là, vous avez en fait un titre de séjour qui vous couvre vous et votre famille pour une certaine durée. Ça, c'est automatiquement des titres de séjour en pluriannuel parce que vous avez une certaine expertise. Donc, ça, je n'en ai pas parlé. Maintenant, pour les salariés, en fait, de manière globale, pour que vous puissiez, en fait, avoir la carte de séjour mention salarié, il faut, en fait, que vous ayez une promesse d'embauche ou alors, je sais pas moi, créateur d'entreprise. C'est le même, on est du même concept, mais c'est la même catégorie. Je suis déjà vraiment très fatiguée, donc il faut que j'arrête dans pas longtemps. Il faut en fait que vous justifiez en fait d'une activité professionnelle, tout simplement. Et maintenant, il y a une restriction supplémentaire qui est apportée, c'est idéalement dans les métiers en fait dans lesquels il y a des tensions. Ça veut dire que si vous devez être salarié dans une grande entreprise, il faut que l'entreprise prouve en fait qu'elle a pu chercher ailleurs et qu'elle n'a pas trouvé. Voilà. Grosso modo, c'est ça, mais je vous mets en fait un maximum d'éléments là et vous aurez les slides là. Maintenant, dernière série de slides, même si après je vous afficherai peut-être ce que je vais faire, je vais voir comment je gère ça au montage, soit je vous mets la version vidéo pour qu'elle tourne en fait un peu en boucle, je vais voir comment je gère ça, soit je vous mets en fait les slides séparés un petit peu format PDF, mais l'idée en fait c'est de dire que vous puissiez avoir les questions, une partie des questions auxquelles j'ai répondu. Parce que là, j'ai eu 13 questions en amont que j'ai pu préparer, des questions très intéressantes. Mais sur place, j'ai dû répondre au moins à 30 ou 40 questions. Donc, vous verrez ça. Donc, pour les personnes, en fait, vie privée, vie familiale, ça concerne, en fait, l'étranger qui est conjoint ou parent d'enfants français. Bon, dans, de manière basique, conjoint ou parent d'enfants français ou résidents, mais vous pouvez aussi être enfant d'un Français. Voilà, donc ça concerne les personnes qui sont d'origine étrangère, qui ont été régularisées sur le territoire à un moment et qui avaient des enfants en fait du coup étrangers qu'ils avaient laissés dans le pays d'origine. Il y a pas mal de cas là-dessus, mais toujours est-il que de manière globale, pour que vous puissiez avoir un titre de séjour vie privée, vie familiale, il faut que vous ayez un lien
en fait avec un Français ou alors une personne qui est régulièrement installée sur le territoire français. C'est ça en fait le raisonnement. Donc vous vous mariez à une Française, vous aurez un titre de séjour vie privée vie familiale, ou vous paxez, c'est pareil. Pareil si vous êtes marié ou paxé à une personne résidant régulièrement sur le territoire français, si le conjoint du coup est à l'extérieur du territoire, ce serait une procédure de regroupement familial. À défaut, si c'est une personne étrangère, du coup, qui est votre lien pour la régularisation de votre situation, je vais refaire cette phrase parce qu'elle est mal faite. Si votre lien avec la France est peut-être une personne qui a une carte de résident, donc disons une personne de nationalité française, et que vous aviez par exemple un titre de séjour peut-être salarié, que vous voulez basculer en vie privée, vie familiale, c'est possible parce que vous avez ce lien-là avec la France. Donc c'est valable en tant que conjoint, c'est valable pour un enfant. Par exemple, vous faites un enfant avec un Français, mais vous êtes séparés demain ou après-demain, vous restez parent d'un enfant français. Donc, vous pouvez avoir le titre de séjour vie privée, vie familiale. Et pareil, la dernière hypothèse qui est celle que j'avais envisagée tout à l'heure. Bon, pour ne pas continuer et puis m'emmêler les pinceaux, je vais me poser un petit peu pour pouvoir continuer la journée efficacement. Mais je vous mets toutes les slides de là. Je crois que je vous mettrai la version vidéo en fait à plusieurs reprises, mais je vais voir comment je gère cette petite énigme-là pour que vous puissiez aussi avoir les questions-réponses. Comme ça, vous aurez en fait l'intégralité de ce qui était prévu en fait pour ma prise de parole. Inutile de vous indiquer que même si je me suis notamment inspirée du site du Conseil national des barreaux, j'ai fait mes recherches, j'ai structuré mon travail, donc ce travail est protégé. Voilà. Je suis diplômée en propriété intellectuelle, donc ne voulez pas mon travail. Voilà, maintenant, je vous mets, en fait, comme je vous disais, les rushs, en fait, que j'ai reçus. À date, c'est vrai que j'aurais préféré quand même que toute mon intervention soit filmée. Ça aurait été long, mais je trouve que ça aurait pu aider les personnes qui ont ces problématiques-là. Mais en tout état de cause, comme je vous l'ai dit, si vous avez des difficultés, vous vous rapprochez d'un avocat. Rapprochez-vous d'un professionnel, surtout pour des questions comme ça. C'est toujours un petit peu sensible. Rapprochez-vous d'un professionnel. Et en attendant, moi, je vous dis rendez-vous mercredi prochain dans un prochain Teaching Club. Professionnel où il a suivi son cursus. Est-ce qu'il peut maintenant revenir pour demander un titre de séjour pour aller dans le domaine pour lequel il a fait des études? C'est ça, non? Si j'ai compris. Oui, c'était ça la question. Mais est-ce que ça demande aussi qu'il fasse une autorisation de travail? Voilà. Est-ce qu'il y a lieu de faire une autorisation? Alors, ça dépend. Ça dépend parce que j'avais en fait reçu une question similaire. En réalité, dans les questions qui sont prises, je pense que peut-être les gens embauchés en tant que cadre, oui, vous aurez en fait votre titre de séjour. Vous pouvez faire la demande de changement de statut sur cette base-là. Parce que la question en fait que vous me posez, c'est de dire en fait que vous êtes femme de ménage, vous avez un master de droit par exemple, vous êtes, moi par exemple, je suis femme de ménage et après je vais aller travailler comme juriste en fait dans une entreprise. Partant de là, en fait, deux possibilités. Soit c'est vraiment une grosse boîte qui a absolument besoin de moi et qui va me suivre dans mes démarches. Ça rejoint la notion d'excellence dont je parlais tout à l'heure. Soit j'essaye en fait d'exploiter une faille juridique qui est de me dire, si par exemple, extraordinaire, dans cet exemple-là, j'ai eu un titre de séjour salarié peut-être de 2-3 ans en tant que femme de ménage, ce qui à mon sens n'est pas possible, mais je suis ce raisonnement-là. J'ai ce titre de séjour-là qui porte la mention salariée sur 2-3 ans, je continue en fait là-dessus, puisque j'ai déjà le droit de rester sur le territoire en tant que salarié. Mais comme je vous dis, pour moi, c'est une hypothèse impossible. Amen. À la fac m'a dit, si je n'ai pas encore trouvé l'alternance jusqu'en septembre, octobre, je peux basculer en initial. C'est-à-dire que je serai obligée de faire l'alternance, ils vont me laisser faire en initial. Mais que je dois renouveler mon titre de séjour, 3 mois en avance, c'est ce qu'on nous dit. Du coup, je dois déposer mes papiers en juin là. Et je ne sais pas comment je dois justifier ma formation, puisque je n'ai pas encore eu l'alternance. Mais que là, l'université ne m'a pas encore accepté comme étudiante en initiale, puisque je n'ai pas encore trouvé mon alternance. Donc, je ne sais pas comment je dois renouveler ça. Et la deuxième question, c'est concernant le garant financier. L'année dernière, j'avais un garant qui ne m'a pas versé d'argent. Mais j'ai pu continuer mon année, j'ai fini mon année. Et cette année, est-ce que je peux prendre le même garant ou je dois forcément justifier d'autres sources de financement?
Ok. Alors déjà, par rapport à la première question, j'étais distraite au début, donc je vais essayer de rattraper le wagon. En fait, la question, c'est que... on a des questions qui sont posées, il faut qu'elles soient précises pour que je puisse y répondre de manière efficace. Donc, par exemple, vous avez fait un changement de statut pour un poste de salarié. Pour un poste de salarié, ça veut dire qu'on vous a donné en fait le droit d'être le bénéfice français en tant que salarié. Maintenant, si vous changez d'emploi et que vous restez, bon, la plupart du temps aussi, à part la première fois, son étude de séjour première année, surtout si vous avez un CDI. Maintenant, si vous changez d'entreprise, mais que vous restez dans le même domaine de compétences, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, si vous changez de domaine de compétences de manière complète, forcément, la préfecture va se poser des questions et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le manque de cohérence. Il faut en fait qu'on en revient même peu importe le type de séjour que vous voulez, pour qu'on sente que vous avez un projet construit et que vous savez en fait que vous allez. Et maintenant, moi, j'ai une question aujourd'hui par rapport à la question que Alain a posée. Malheureusement, il y a beaucoup d'entre nous qui changent de statut. Il y a le statut salarié. Ils travaillent par exemple dans le domaine, admettons, de nettoyage, disons. Et puis, il y a une opportunité pour aller travailler dans un autre domaine. Mais comment il va savoir, cet étranger-là, que soit il aura besoin d'une autre autorisation, ou bien soit il n'y a pas besoin. Comment concrètement, comment ça va se faire? Ou bien s'il doit aller voir un avocat pour lui dire, bon, écoute, maître, moi j'avais fait un changement de statut salarié, je suis dans tel domaine d'activité, je me tournais vers tel domaine. Est-ce qu'il y a besoin d'aller voir un professionnel pour ça? Comment on peut faire? Pour moi, oui. Pour moi, oui, il faut voir un professionnel parce que je vais être un peu dur, mais nul n'est censé ignorer la loi. Donc, surtout lorsque vous êtes étranger en terre française, c'est à vous de faire les démarches, en fait, de prendre les renseignements. De manière basique, par exemple, déplacez-vous à la préfecture. Et en plus, aujourd'hui, honnêtement, il y a quand même quasiment tout sur Internet. Faites des recherches, rapprochez-vous naturellement des professionnels. Si vos moyens vous permettent de payer, allez payer un avocat. À défaut, même au niveau des ordres des avocats, il y a souvent des permanences en fait, qui sont mises en place. On en reparlera à la fin. De manière globale, retenez quand même une chose, c'est qu'en tant qu'étranger, vous ne serez jamais dans la même situation en fait, que la personne qui est peut-être française, donc qui n'a pas de problème de papier. Donc on en revient au même. L'opportunité que vous avez, c'est dans quel domaine? Est-ce qu'on est là sur un métier en tension? Si vous avez, je ne sais pas moi, vous êtes dans une entreprise de nettoyage, mais que vous avez une opportunité pour le fast-food du coin, ce n'est pas suffisant, par exemple. Mais si, par exemple, je reviens sur mon exemple de la cathédrale Notre-Dame tout à l'heure, mais si, par exemple, vous êtes un charpentier spécialiste de telle voie, de tel siècle et tout le reste, oui, vous êtes en fait dans un métier en tension. La France a besoin de vous, donc vous aurez votre document. Toujours un professionnel. Oui, voyons professionnel. Il y avait une deuxième question, je crois, Pouvoir illustrer cette partie. Aujourd'hui, Dieu merci, je n'ai plus de difficultés, on va dire, liées au type de séjour, mais à l'époque, moi, j'avais fait en fait un changement de statut pour créateur d'entreprise, parce que moi, j'avais posé ma plaque immédiatement après être sortie d'école d'avocat, donc je me suis installée en fait en tant que donc c'est aussi possible pour les personnes qui sont dans ces configurations-là. Voilà. Donc du coup, je vais avancer la question numéro 2, du coup, je pense que j'y ai répondu. Vous ne pouvez pas faire de changement de statut visiblement en l'état parce que je pense en fait que c'est une personne qui n'a pas encore tous ses diplômes. Donc en l'état, non. Persévérer en fonction de votre situation particulière. On pourra voir ça. Donc question numéro 3, je suis étudiant, j'ai envie de changer de filière. Est-ce que ça aura un impact sur le renouvellement de mon type de séjour? Donc on en a déjà parlé un petit peu. Ça dépend du pourquoi. Ça dépend du pourquoi on a passé l'étape en fait où vous pouviez changer de filière juste comme ça parce qu'on vous a parlé de tel ou tel autre emploi et que ça vous plaît et que vous voulez tenter. Dans la mesure du possible, il faut vraiment que ce soit un projet. Il faut vraiment que ce soit un projet, c'est ce qui vous permet en fait d'anticiper au maximum les difficultés. Ça peut arriver que vous vous retrouviez effectivement dans une filière qui ne vous plaira pas du tout, mais pareil, il faut le motiver. Il faut le motiver, il faut décider rapidement, pas lorsque vous avancez déjà un petit peu et que vous rencontrez des difficultés. Alors, maintenant, tout dépend maintenant de la motivation. J'avais commencé à en parler tout à l'heure. Il faut en fait savoir si votre métier, on va dire, fait partie des métiers en tension. Là-dessus, on va dire, il y a beaucoup d'éléments qui vont jouer. C'est que, première des choses, est-ce que votre
je suppose que vous avez eu le master ici. Est-ce que le reste du cursus était sur le territoire français ou ailleurs? Okay. Sur le territoire français, ça c'est positif. Deuxième des choses, effectivement, vous êtes dans l'obligation de chercher un métier, on va dire, qui est en cohérence avec votre parcours. Parce que pour la préfecture, c'est normal qu'on se pose la question de savoir pourquoi vous avez une compétence Bac plus 5 et vous vous retrouvez avec un métier en Bac plus 3. Je termine et puis je vous laisse la parole, il n'y a pas de souci. Maintenant, autre élément, ce qu'il faut que vous justifiez l'entreprise et vous-même, c'est la cohérence entre le métier que vous avez. Je ne suis pas calée en génie civil, mais je vous donne le raisonnement qui est applicable en fait à tous les métiers. C'est quelle est la cohérence en fait entre le poste en fait de chef de projet là avec le diplôme que vous avez, avec le besoin de l'entreprise et avec le marché français. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple très spécifique tout à l'heure du chantier de Notre-Dame. Par exemple, une personne qui a fait un CAP menuiserie, vous n'allez pas juste venir dire « Ah, mais vraiment, je suis un bon menuisier et tout le reste, j'ai un métier qui est en accord, qui est en cohérence avec mon CAP ou pas très loin, alors il faut qu'on me donne le changement de statut. » Non, quelle est la plus-value? Normalement, en génie civil, vous avez quand même des compétences assez spécifiques, mais maintenant, oui, ça va être un petit peu compliqué parce que, on va dire, vous n'êtes pas le seul à avoir ces compétences spécifiques-là. Moi, je peux vous conseiller, sous réserve, on va dire, de votre situation personnelle, si vous pouvez, faites, on va dire, à la mesure du possible, en fonction de votre corps de métier, faites en fait des certifications, faites même du bénévolat, faites des petits trucs qui ne sont pas trop payés, des choses comme ça, apportez en fait du plus. Et ça aussi, ça va donner même de la force à votre entreprise de se battre pour vous, parce que la vérité, en fait, c'est que derrière, il faut vraiment que si votre métier un petit peu, on va dire, en zone grise, il faut que l'entreprise se... Autant par le passé avec des personnes qui étaient en situation régulière, mais qui pouvaient diriger un petit peu, travailler à côté pour avoir des aides et tout le reste, mais maintenant, vous l'aurez constaté, le système est complètement verrouillé. Donc, plus vous attendez, plus vous êtes en fragilité, plus vous êtes en précarité, et ce n'est pas forcément ce qui va vous protéger plus. De votre situation, la question est probable. Je ne sais pas le pourquoi du comment, je ne peux malheureusement faire avec les autres, mais vous vous retrouvez en fait en train de dégrader le mobilier urbain. Voilà. Ou alors vous êtes alcoolisé, vous battez, voilà. Tout ce qui peut tourner autour de ça, lorsqu'on vous interpelle, vous vous retrouvez en garde à vue, voilà. Je vous laisse imaginer la suite, donc vous évitez tout ça. Pareil, gardez toujours à l'esprit que la préfecture appréciera toujours tout ce que vous pouvez mettre en place pour votre insertion. À chaque fois que vous avez la possibilité en fait, de vous impliquer dans la société française de manière globale, faites-le. Ils aiment ça. Chez vous, quand vous accueillez une personne, vous appréciez que la personne soit utile. Donc, rendez-vous utile et essayez d'avoir un maximum de justificatifs. Et la préfecture le prendra en compte. Naturellement, relancez votre avocat parce que nous sommes relativement débordés. Parfois, relancez votre avocat, mais pareil, ça dépend du délai. Là, je peux pas vous dire. Donc, ça veut dire on rase les murs pour ne pas aller faire du désordre. Et puis, dans la société, on s'insère avec des associations et on sera utile. Exactement. D'abord au plus possible, mais c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État va vérifier juste est-ce que la loi... Est-ce qu'un ressortissant étranger déjà titulaire d'un titre de séjour salarié, toujours dans le cadre des titres de séjour salarié, peut-il demander un changement de statut vers un autre titre de séjour, vers un autre titre de séjour, peut-être le titre de séjour vie privée familiale? Si oui, comment est-ce qu'il a dit là déjà l'étranger a fait un changement de statut, il a eu le titre de séjour salarié et il voulait maintenant avoir un titre de séjour vie privée et familiale. Est-ce que c'est possible? Alors, sur le principe, c'est possible. Maintenant, on en revient toujours au même. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour solliciter un titre de séjour vie privée, vie familiale? Par définition, c'est lié en fait à votre vie personnelle. Donc, si vous êtes salarié et que vous êtes à un moment dans votre parcours parent d'un enfant français, là, oui, vous avez droit à un titre de séjour vie privée, vie familiale. Et je vous conseille d'ailleurs de basculer sur ce type de titre de séjour parce que ça va vous stabiliser. Donc, de manière basique, on vous demandera tout document nécessaire, donc tout ce qui est par exemple acte de naissance de l'enfant et qui établit la filiation. Donc, pareil, si vous êtes paxé avec une personne qui est là de manière stable, donc soit résident, soit citoyen français, ça se fera. Gardez à l'esprit, en fait, qu'on va toujours vous demander pourquoi vous voulez rallier un statut spécifique et comment est-ce que vous en justifiez.
chaque année, on peut changer le statut. Il n'y a pas d'intérêt, hein, sinon il n'y a pas de différence. Vous avez vu, c'était où Tentez les petits mails. Tentez les mails, voilà, bonjour, je voulais juste savoir et tout le reste. La plupart du temps, si vous en donnez un récépissé, soit ils vont vous demander de passer pour récupérer un nouveau, soit ils vont vous faire un écrit. L'objectif pour vous, c'est d'avoir un écrit. Même si c'est une ligne, dès lors que ça vient de la préfecture, ça vous rassure sur le fait que votre dossier est toujours en instruction. Maintenant, si c'est vraiment pas de son, pas d'image et qu'on est déjà à 4 mois et demi, considérez que c'est un refus implicite. Et là, en fait, ce que la loi prévoit, c'est qu'il faut écrire à la préfecture de manière basée sur la procédure professionnelle. Hein, mais je vous explique quand même. Il faut écrire à la préfecture en recommandé pour lui demander le motif du refus. Parce que c'est la motivation de la préfecture qui va vous permettre de faire par la suite un recours gracieux ou alors de saisir la juridiction, le tribunal administratif. Bonjour maître. Alors moi j'ai une question, c'est sur l'opposabilité de l'emploi dans le cadre d'un changement de statut. Donc généralement lorsqu'un étudiant diplômé, bac+5, cherche, lorsque l'entreprise fait la démarche auprès de la préfecture pour faire un changement de statut, l'entreprise doit justifier qu'elle n'a pas trouvé une main-d'œuvre locale pour travailler dans son entreprise. Maintenant, dans cette configuration-là, j'ai une spécificité que j'aimerais mettre en évidence. Je vais prendre un exemple. Par exemple, un étudiant, je veux dire moi, j'ai un bac+5 en génie civil. J'ai fait DUT, après une licence professionnelle, et ensuite un master. Maintenant, vu que je cherche le boulot et que je vois que c'est assez compliqué, je trouve une offre où je suis chef de chantier. Et cette offre-là, en fait, c'est le niveau qui est demandé, c'est bac+3, donc licence professionnelle. Mais j'ai un bac+5. Est-ce que dans ce cas de figure, la préfecture a la capacité de dire non, monsieur, vous avez un bac+5, vous devez chercher un boulot bac+5 au lieu de trouver un boulot bac+3? Est-ce que la préfecture oblige ça et peut refuser le changement de statut à l'étudiant? Merci. Alors, la préfecture, autant par le passé avec des personnes qui étaient en situation régulière, mais qui pouvaient diriger un petit peu, travailler à côté pour avoir des aides et tout le reste, mais maintenant, vous l'aurez constaté, le système est complètement verrouillé. Donc, plus vous attendez, plus vous êtes en fragilité, plus vous êtes en précarité, et ce n'est pas forcément ce qui va vous protéger plus. De votre situation, la question est trop vague. Je ne sais pas le pourquoi du comment, je ne peux malheureusement pas. Au QTF, puisque j'ai eu à travailler déjà. Bien sûr, je souhaite continuer les études. Donc, pareil, en fait, même difficulté, en fait, au niveau de la formulation des questions. J'ai parlé de l'OQTF tout à l'heure et je vous ai donné la base légale. Du coup, l'OQTF, c'est l'obligation de quitter le territoire français qui est du coup délivrée par la préfecture. Je vais reprendre un petit peu les choses dans l'ordre pour qu'on puisse se comprendre. Si vous avez redoublé 2 fois dans le même cycle, il faut savoir qu'il y a quelques années, ça passait un petit peu sans trop de difficultés. Il en est de même pour ceux qui faisaient, je ne sais pas, ma première année en éco, première année en histoire, première année en droit, ensuite vous changez. Ça ne posait pas trop de difficultés. Maintenant, comme je le disais en propos liminaire, il ne vous aura pas échappé que le contexte social est un petit peu compliqué, donc la vie se resserre en fait très fortement. Donc le tout n'est pas en fait de venir en grand me dire que vous avez redoublé 2 fois. Moi je veux savoir pourquoi. Donc si moi je vous reçois à mon cabinet, je veux savoir pourquoi, parce que ça va me permettre de vous orienter par rapport à la préfecture. Vous êtes censé être là pour faire vos études, qu'il y ait en fait des notes qui soient basses, qu'il y ait peut-être un semestre où vous n'avez pas assuré, pourquoi pas. On peut l'entendre, on peut l'expliquer, on peut le plaider. Mais vous ne pouvez pas juste venir me dire que vous craignez que vous avez redoublé 2 fois. Comme ça, c'est compliqué pour moi de vous répondre. Donc, est-ce que vous avez raison de craindre une OQTF? Oui, vous avez raison de craindre une OQTF. Maintenant, comment anticiper pour ne pas l'avoir? Oui, je suis plutôt franche. Et puis, non, mais c'est le but. Hein. Non, le but, en fait, je veux dire que le but, c'est qu'on ait des bonnes informations. Voilà, donc on ne va pas essayer de caresser dans le sens du poil. Surtout que nous, on est là pour aider, pour donner des conseils. Donc, on va dire, voici ce qui existe. Donc, par rapport... Petit 1, l'étranger. C'est bien ça. L'étranger, nous pouvons justifier être rentré régulièrement sur le territoire français si est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Petit 2, l'étranger entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou n'étant pas soumis à l'obligation du visa
entré en France depuis plus de 3 mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui avait été délivré. Petit 3, l'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s'est vu retirer un de ces documents. Point 4. La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger et il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de différentes dispositions, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au petit 3. Point numéro 5. Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de 3 mois constitue une menace pour l'ordre public. Point numéro 6. L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de 3 mois a méconnu les dispositions de l'article L721-5 du Code du travail. Donc, j'avance un petit peu pour pouvoir maintenant vous expliquer. Vous aurez compris en fait qu'on peut être en situation irrégulière en fait sur la base de différents fondements. Donc, vous pouvez être en fait entré en France en fait avec certains documents, mais vous n'avez pas eu un titre de séjour dans le temps, il n'y a pas eu de renouvellement. Vous avez initié une procédure de demande d'asile et vous avez eu un refus définitif. Vous avez eu un refus de titre de séjour, vous avez une carte de résident qui a expiré. Vous avez un titre de séjour qui a été annulé ou retiré, donc autorité administrative ou judiciaire. Ou alors vous avez fait l'objet, par exemple, d'une procédure d'expulsion ou interdiction du territoire. Vous êtes par exemple retrouvé en situation de polygamie ou encore de violence sur mineurs, ou encore vous avez fait des procédures de regroupement familial avec des personnes qui n'étaient pas forcément soit vos conjoints, soit vos enfants. C'est pour ça que je tenais en fait à vous présenter différents ces textes-là, parce qu'on a vraiment énormément de cas qui sont retrouvés en fait dans cette catégorie. Une catégorie un petit peu particulière que je n'avais pas spécialement évoquée ici parce qu'elle est très spécifique. Donc c'est tout ce qui est passeport talent. Ça veut dire en fait que vous avez une aptitude relativement spécifique qui fait en sorte que vous avez un type de séjour spécial. Je prends un exemple. Il y a quelques années, il y a eu l'incendie du coup de Notre-Dame à Paris et il a fallu en fait des professionnels du monde pour venir reconstruire à l'identique en fait la cathédrale Notre-Dame à Paris. Donc dans ce cas-là, vous n'êtes pas citoyen français, vous n'êtes pas citoyen européen non plus. Vous bénéficiez en fait d'un passeport talent qui va vous couvrir vous et qui va derrière vous aurez compris que le corollaire c'est le type de séjour, mais qui va vous couvrir vous et votre famille parce que vous avez droit à votre vie privée et vie familiale. Donc ce cas-là, je ne le développe pas ici parce que c'est quelque chose de très spécifique. Maintenant, quand j'avais perdu le fil de mon propos, je ne sais pas quelle est la prochaine question. Les questions.